Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Léa a 29 ans, elle a un petit garçon de 4 ans et elle a participé à la dernière saison de Mariée au premier regard. Et la belle Léa a marqué les esprits. Son papa est d'origine polynésienne mais a grandi en France. Léa a toujours été attachée à cette culture au point de faire de la danse tahitienne pendant 3 ans et de partir vivre à Tahiti à l'âge de 18 ans. Pour des raisons personnelles, elle devra partir assez brutalement de Tahiti avec son fils pour arriver en France. Une transition qui n'a pas été si simple car les repères de Léa se sont envolés et elle a dû s'adapter à la vie en métropole. 3 ans plus tard, après 3 années de célibat, Léa postule à l'émission Mariée au premier regard. Elle était très arrêtée sur des critères physiques bien définis et elle n'arrivait pas à lâcher prise là-dessus. Elle a donc suivi les conseils de sa grand-mère, une grande fan de l'émission. Elle prend son courage à 2 mains et elle s'inscrit et elle se prend rapidement au jeu. Finalement, tout va très vite puisqu'elle s'est mariée 3 mois après son inscription. Léa nous ouvrira aussi les portes des coulisses de l'histoire de Léa et Emmanuel. Qu'a-t-elle réellement ressenti quand elle l'a découvert ? Comment se sont passées les premières heures ensemble ? A-t-elle été vraiment bluffée par leur compatibilité ? Pourquoi exactement ont-ils décidé de se séparer ? Comment expliquer à sa communauté qu'ils ne sont plus ensemble alors que des millions de téléspectateurs voient Emmanuel et Léa repartir main dans la main à la fin de l'émission ? Comment a-t-elle vécu cette montée médiatique ? Comment continuer sa vie normalement en ayant l'impression d'être toujours observée ? Et quels sont les futurs projets de Léa ? Salut Léa ! Salut, ça va ? Oui, et toi, comment vas-tu ? Ça va très bien, ça va très très bien là. Trop cool. Bon, en tout cas, je suis contente. Je viens de demander à Léa si c'était son premier podcast et elle m'a répondu que oui. Alors, je suis trop contente d'avoir cette petite exclue, de te recevoir en premier dans un podcast, que je pense que tu auras d'autres invitations. T'es contente du coup de faire ton premier podcast ? Ah oui, bien sûr. Ouais, j'en avais déjà entendu et je suis très contente de le faire et vraiment c'est quelque chose de spontané, de naturel, donc ça me va très très bien comme support. Trop bien. Ma chère Léa, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots pour celles qui ne te connaissent pas ? Alors, donc je m'appelle Léa, j'ai 29 ans, je suis maman d'un petit garçon de 4 ans. Donc j'ai participé à l'émission de Mariée au premier regard saison 7, donc avec Manu, qui était mon époux. Je suis assistante audioprothésiste et là, en septembre, je reprends les études pour être audioprothésiste. Donc, changement de vie total. Ok, bon, t'as spoilé plein de trucs là, mais on va y revenir. Trop bien. Bon, déjà, on va commencer par le commencement. Bien sûr, on va parler un petit peu de l'émission, comment ça s'est passé, le pourquoi du comment, enfin pourquoi t'as décidé de faire cette émission, etc. Mais avant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir justement ton passé, c'est quoi ton histoire, parce que t'as une histoire un peu atypique, une culture un petit peu, ça change, tu vois, la culture polynésienne. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer, c'était quoi ta vie avant, du coup ? Alors, donc mon papa est d'origine polynésienne, donc il est tahitien. Il a été adopté donc en France, tout petit. Il a grandi ici, mais il faut savoir que à Tahiti, quand on adopte un enfant, il faut qu'il reste en contact avec sa famille de sang, on va dire biologique. Donc du coup, il est toujours resté en contact avec sa famille et proche de sa culture. Et moi, j'ai toujours aimé ce côté-là, un petit peu exotique, évidemment. Et je faisais de la danse tahitienne. D'ailleurs, c'était mon premier boulot, mon premier job. J'étais danseuse pendant 3 ans. Et donc à 18 ans, j'ai dit je pars vivre à Tahiti. J'ai toujours dit à mon père que je voulais partir, je voulais connaître en fait ce côté-là de lui. Et c'est vrai que c'était une partie de moi qui était encore inconnue et qui pourtant fait partie de mon histoire. Et j'avais vraiment ce besoin depuis toujours de
de connaître ce côté-là de moi. Et donc, à 18 ans, je suis partie vivre à Tahiti, donc chez ma famille, que je ne connaissais pas. Donc, quand je suis arrivée là-bas, je connaissais personne. Donc, c'était vraiment le grand saut et ça a été une expérience de vie géniale. C'est vraiment une autre façon de vivre. Ils sont très, très famille. Je vivais dans la maison familiale, donc on était plus de 10 dans la maison. Ah oui. Et, j'ai voulu vraiment connaître le côté local et vivre à 100% local. Et du coup, tu t'étais partie avec un objectif en tête, je veux dire par rapport à ta vie professionnelle, ou tu t'étais juste dit l'objectif c'est surtout d'apprendre à découvrir ma famille et la culture? Alors non, oui, j'avais un objectif, c'était de participer donc au EIVA. Le EIVA, en fait, c'est un grand concours, on va dire, de danse polynésienne à Tahiti. Et c'était mon plus grand rêve depuis toujours. Et comme je faisais de la danse tahitienne, c'était, voilà, pour moi, j'étais une danseuse, mais que quand j'aurais réussi à faire ce EIVA, ce concours-là. Donc voilà, j'y suis allée et j'ai participé au EIVA. Donc j'étais vraiment hyper heureuse d'accomplir ce rêve à 18 ans. Trop bien. Et ça se passe comment alors ce grand concours? En fait, c'est donc chaque commune a une troupe de danse, un spectacle et donc après on le représente sur scène. Et il y a un jury qui va délibérer un petit peu au niveau des prestations, on va dire. Mais je le faisais pas vraiment pour gagner. Par contre, je voulais vraiment que ce soit symbolique. Et du coup, j'ai participé donc avec une troupe de danse qui était juste à côté de ma commune. Et d'ailleurs, les chanteurs, les musiciens, c'était toute ma famille. Donc là, vraiment, le but, c'était pas forcément de gagner, mais de participer avec toute ma famille, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis fait tatouer la tresse sur mon bras droit, parce que notre spectacle parlait de tresse et c'était le lien entre la mère, le père et l'enfant. Donc c'était vraiment terminé cette partie de là que j'avais pu découvrir de moi-même, quoi, on va dire. Incroyable. Et oui, tes tatouages sont très beaux puisqu'on a pu les voir à la télé. Et oui. Donc tu passes 7 ans de ta vie là-bas. Moi, je suis très curieuse sur justement la culture polynésienne, etc. J'ai un de mes oncles qui vit à Tahiti. Ouais. Et qui est marié à une Tahitienne, et qui a des enfants, ce sont mes cousins du coup. Du coup, je suis très curieuse de savoir un petit peu quelles sont les grandes lignes de la culture polynésienne. Alors, c'est beaucoup porté sur le respect de la nature, déjà, donc il y a la terre, la mer, le ciel. Si on rentre dans les détails au niveau des ancêtres, on va vénérer vraiment et remercier à chaque fois la terre, le ciel, la mer de nous offrir à manger. Donc, on va être très, très proche de la nature. Ma famille, par exemple, ils sont très dans les traditions. Donc, même les médicaments, ça va être des médicaments à base de plantes. Plus ça se rapproche de l'ancien temps, mieux c'est pour eux. Donc, ils vont vraiment rester dans ce côté culturel. Donc, les femmes, mes tantes, elles allaient pêcher, mes oncles, ils allaient à la chasse. Nous, on allait cueillir les fruits, les légumes, et vraiment, mais en plus, la nature est tellement riche qu'on n'a pas besoin d'aller au magasin, quoi. C'est vraiment incroyable. On a l'impression de vivre à l'ancien temps et c'est vraiment un autre rythme de vie, quoi. Donc, je dirais que vraiment, la culture polynésienne, c'est basé sur le respect de la nature et des ancêtres, vraiment, et des cultures. La culture et la tradition. C'est ouf. Et du coup, après avoir vécu 7 ans là-bas, le fait de revenir en France, est-ce qu'il n'y a pas eu un espèce de fossé, tu vois? Ouais, voilà. C'était très compliqué. C'était très compliqué. Bah oui. Parce qu'en plus, moi, j'avais pas du tout pour projet de revenir vivre en France. Alors, revenir moi, du coup, j'ai eu mon petit et on est rentré en France, il avait 9 mois, donc pour que je puisse être auprès de mes parents pour l'élever vu que j'étais seule avec mon enfant. Donc, ça s'est fait précipitamment. J'ai dû prendre une décision assez rapide. Et donc, c'était pas, je veux dire, 3-4 mois avant ça, je n'avais même pas pour projet de revenir en France. Donc, ça a été hyper brutal pour moi. Surtout que ça s'est fait et 15 jours après, il y a eu le Covid. Ah oui, d'accord, ok. J'ai eu énormément de chance de pouvoir partir avant. C'est ce que j'allais dire. Ah ouais. Et donc pour moi, finalement, le Covid a été bénéfique vu que j'ai pu rester à la maison avec mon père qui a pu, prendre la relève un petit peu sur mon fils pour que je puisse me reposer, quoi. Donc vraiment, moi, le Covid, ça m'a beaucoup aidé. Ben oui, mais tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule. Il y en a beaucoup qui ont saisi cette fenêtre de tir et ça a fait beaucoup de bien de faire une pause en fait aussi dans le tourbillon de la vie. C'est ça. Et donc, du coup, après, quand j'ai pu ressortir de ma maison, là, j'ai vraiment eu le choc.
je me rappellerai toujours parce qu'à Tahiti, c'est vrai qu'on se maquille pas, on est très naturel, même les habits, c'est vraiment cool, quoi. C'est pas prise de tête. Et donc, quand je suis ressortie de là, donc le Covid, c'était mai. Juin, je suis sortie manger une glace pas très loin de chez moi. C'était en plein après-midi et je me rappelle quand je voyais les gens, tant de monde, j'avais l'impression que j'allais étouffer. Puis les filles bien pomponnées, hyper jeunes, je savais plus, j'étais complètement perdue, j'avais plus aucun repère. Je me disais, qu'est-ce que je fais là? J'avais l'impression d'être dans le futur, quoi. Enfin, de plus rien c'est drôle. Ah ouais, c'était un peu compliqué. Bah oui, tu m'étonnes. Et au niveau de ta vie professionnelle, du coup, tu faisais quoi à Tahiti? Est-ce qu'il y a eu une transition ou est-ce que tu avais le même métier, du coup, à Tahiti? Non, ensuite, donc, j'ai travaillé, donc j'étais commerciale dans la téléphonie, j'étais chez Vodafone, exactement, pendant, un petit moment quand même, pendant 4 ans. Donc c'était le métier que je faisais à Tahiti. Et quand je suis rentrée, je voulais vraiment travailler, peu importe le métier. Donc d'ailleurs le Covid s'est arrêté en mai et dès juin j'ai saisi la première opportunité. Donc j'ai été commerciale. Donc c'était quoi? C'était des panneaux photovoltaïques. Juste après j'ai travaillé dans une boucherie. Après j'ai enchaîné tous les boulots. Tout ce qu'il pouvait y avoir, quoi, en fait. Je voulais pouvoir rebondir au plus rapide, quoi, on va dire. Bravo. Je trouve c'est hyper courageux de se dire, en fait, il faut que je bosse, donc je vais prendre ce que je vais trouver, hein. C'est courageux. Oui, c'est vrai que je suis assez fière de moi quand même. Quand je regarde en arrière, je me dis vraiment, tu t'en es sortie avec mon petit. Donc, non, je suis vraiment fière de moi. Ben, t'as bien raison. C'est très bien d'être fière de soi, c'est hyper important, Léa. Oui. Qu'est-ce qui se passe par la suite alors? Est-ce que toute cette histoire donc de l'émission donc Marie au premier regard, émission qui est très sympathique à regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est toi qui as postulé? Est-ce que on est venu te chercher? Comment ça s'est passé? Alors donc non, c'est moi-même qui ai postulé et donc ça faisait 3 ans, c'est 3 ans que j'étais seule, enfin célibataire on va dire. Donc la première année, on va dire que j'étais plutôt concentrée sur mon petit qui était tout petit et puis essayer de me reconstruire aussi en tant que femme et voilà, c'était pas dans mes objectifs premiers, on va dire, de rencontrer quelqu'un. Deuxième année, j'ai essayé d'être un peu plus ouverte aux opportunités amoureuses, mais c'était encore très compliqué. Je sentais que j'avais encore des blocages, donc j'avais fait une thérapie déjà, je voyais une psy pour savoir où est-ce que j'en étais, sur quel point je devais travailler, mais j'arrivais pas à sortir de mes critères. En fait, je savais ce que je voulais, ce que je ne voulais plus, mais j'étais toujours attirée par un physique bien arrêté et je voulais plus en fait. J'arrivais plus à lâcher prise à ce niveau-là et du coup je bloquais et je rencontrais personne. Donc ma grand-mère qui adore cette émission, on a beaucoup parlé. Non, j'étais là, oui, bon, peut-être pas jusque-là, on va voir. Et puis un soir, j'ai réfléchi, je me dis en fait, c'est vraiment ce dont j'ai besoin parce que je vais pouvoir dire à des experts donc ce que je veux et ce que je ne veux plus. Donc ça, je le savais. Et en plus de ça, c'est quelqu'un que je vais rencontrer au premier regard et je vais devoir dépasser ce blocage que j'ai. Ouais. C'est ça. Donc je me suis inscrite. Voilà. Incroyable. Et là, au moment où tu t'inscris, tu te dis quoi? Tu te dis, non, mais de toute façon, jamais j'aurai de retour, ou t'y crois vraiment? Non. Par contre, c'est vrai que quand je me suis inscrite, je me suis dit, bon, on va voir, on va faire la curieuse, voir les questions qu'ils posent. Peut-être que juste de remplir le questionnaire, ça m'aidera à y voir plus clair. Sauf que non, en fait, j'ai été prise. J'ai été prise. Donc, quand ils me l'ont dit, j'ai eu du mal à y croire. Beaucoup de mal à y croire et ensuite le lendemain j'ai pu me reposer et me dire non en fait c'est vrai et dès que j'ai eu l'annonce jusqu'au mariage il y a eu 2 mois et j'étais vraiment concentrée sur ma rencontre. Je pensais à cet homme que je ne connaissais pas mais tous les jours j'essayais de pas l'imaginer physiquement du coup mais je me concentrais vraiment sur tout ce que j'avais pu dire pendant les tests. Ben, bien sûr. Et combien il y a de temps d'ailleurs entre le moment où tu remplis la première fois le questionnaire et le moment où tu passes les vrais tests et tout et tu es prise? Il y a combien de temps entre tout ça? Alors moi, ça a été un peu particulier parce que je me suis inscrite en juillet, très très tard. Ah, d'accord, ok. Oui, parce qu'il y avait écrit casting fermé, donc je me suis dit, je n'ai pas trop de risques. C'est pas vrai.
Si. Et sauf que non, en fait, du coup, j'avais des tests presque tous les jours. Et puis donc juillet, j'ai eu la réponse fin août. Donc Ah ouais, c'était rapide. Ouais, 2 mois, enfin oui, tout juillet, tout août, quoi, on va dire, ouais. Ok. Et le tournage a commencé quand? Alors, je me suis mariée le 22 septembre. Ah ouais, mais en fait, c'était hyper rapide. Ah ben oui, juillet, je m'inscris à un casting fermé. 3 mois après, j'étais mariée, quoi. Donc très rapide. Mais c'est pas plus mal, c'est un truc vraiment. de malade. Moi, j'ai préféré ça, Oui. parce que je me suis trituré le cerveau à l'imaginer vraiment toutes les façons possibles. Donc je me suis dit, mais si je m'étais inscrite en mars, j'aurais fini folle, quoi. Enfin, Ouais, non, j'étais contente d'avoir stressant. fait ça sur, ouais. Mais je préférais que ce soit sur un cours. Bah oui, je comprends. Au moins, c'est plus rapide. Et ta famille, du coup, ils étaient au courant, quoi. Il y avait pas de tabou là-dessus. Alors, pendant l'annonce, donc le jour de l'annonce, en fait, j'ai dit à mes parents qu'il y allait avoir des caméras, mais que c'était une interview sur les femmes seules, les femmes qui élèvent seules leur enfant. Donc mon père, déstressé, enfin vraiment tranquille, il est venu, il s'est dit bon, on va parler du quotidien de ma fille. Sauf que en fait, non, pas du tout. Je lui ai dit que j'allais me marier, donc c'est celui qui a été réticent un petit peu quand même, qui a eu des craintes. Et ton frère aussi avait pas l'air hyper chaud. Oui. Alors lui, en plus, je lui ai dit après l'annonce à mes parents. Donc lui, il n'était pas là le jour de l'annonce. Ah oui, d'accord. Ouais. Et mon frère, c'est vrai que mon père et mon frère sont très très protecteurs envers moi depuis que je suis revenue de Tahiti, parce que j'ai parlé à personne de ce qui se passait un petit peu en Polynésie. Je me suis dit, je leur en parlerai quand je serai rentrée en France et que j'aurai trouvé une solution. Je voulais pas les inquiéter. Donc, du coup, j'ai fait tout ça toute seule quand j'étais à Tahiti, et quand je suis revenue et que je leur ai raconté un petit peu tout ce qui s'était passé, à partir de là, ils s'en sont énormément voulu d'avoir pas pu être présents, mais en même temps, ils pouvaient pas l'être vu je leur disais rien, quoi. Bien sûr. Donc, du coup, ils sont devenus à partir de là très protecteurs, comme s'ils ils devaient se rattraper de quelque chose qu'ils n'avaient pas pu faire avant, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, très protecteurs, et mon frère énormément, ouais, c'est vrai. Donc c'est bienveillant, mais oui, bah bien sûr. Mais d'ailleurs c'est marrant. Donc au moment où tu arrives, le jour de la cérémonie devant l'hôtel, donc on comprend bien qu'il y a une déception au niveau de l'apparence physique. C'est pas une apparence de Polynésien, on va dire, comme tu aurais pu, comme tu avais l'habitude, on va dire, d'avoir. Et du coup ton frère, on voit aussi qu'il se dit merde, il a pas l'apparence comme on a l'habitude, quoi. Ah ouais, non, il était pas du tout rassuré, en fait. Il a commencé à stresser, il s'est rendu compte le jour J qu'en fait, il était au mariage. C'est ce qu'il me disait, mon frère, il m'a dit, en fait, dès que j'ai vu ton mari arriver, je lui ai pris une baffe, je me suis dit, en fait, là, t'es au mariage de ta sœur. Mais avant ça, il pensait en balade, en vacances à Gibraltar, quoi. Dans sa tête, il a pas eu tilt. Donc, ouais, il a eu peur, enfin, il a attrapé peur, ouais. Non mais oui. Ce qui est marrant, c'est que du coup, toi, quand tu arrives, donc face à Emmanuel, tu gardes vraiment le big smile. Tu restes, donc on sent que t'es un peu genre crispé, genre mais tu restes quand même focus sur ton objectif. Et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Est-ce que tu te dis, ok, je vais peut-être pas pouvoir passer cette apparence physique qui de base n'est pas ce que je recherche, ou est-ce que tu te dis, Léa, shut up et juste va au bout du truc? Alors déjà, quand je le vois, je me dis, en effet, les experts m'ont bien écouté et qu'ils ont décidé de me sortir de mes critères physiques de d'habitude. Donc je me dis, à partir de là, il va falloir que tu fasses comme tu l'as dit depuis le début, que tu découvres cet homme autrement que par tes habitudes que tu as pu avoir avant. Et justement, c'est ce que je voulais. Après, j'ai très vite été rassurée quand je l'ai vu, lui et sa famille. Je voyais qu'ils étaient vraiment très soudés, très famille et très bienveillants. Je voyais beaucoup de gentillesse dans leur regard, et ça m'a énormément rassurée. Bon, en tout cas, c'est vrai que on voit direct que c'est un bon gars, enfin un garçon bienveillant. On a beaucoup ri, je pense que même lui-même avec sa mâchoire qui était décrochée, clairement, c'était assez drôle, le pauvre. Mais spontané, du coup, oui. Il n'arrivait plus à remettre sa mâchoire en place tellement il était sous le charme. C'était très très drôle ce passage-là.
Est-ce que tu as été quand même bluffée parce que très vite on voit que vous vous liez quand même, voilà, il y a une relation qui s'installe, vous vous entendez très bien. Est-ce que tu as été bluffée au début par la compatibilité avec Emmanuel? Ah oui, ouais, vraiment énormément bluffée parce que donc déjà pendant le mariage, ils l'ont pas montré, mais bon, on a énormément parlé que tous les deux. Donc on ne faisait même plus cas de nos familles. Et ensuite dans la voiture, alors ça aussi ils l'ont pas montré. Bon, je comprends pourquoi au vu des sujets, mais en fait on était tellement à l'aise que moi j'ai parlé de, je sais pas qui fait ça, mais moi j'ai parlé de mon accouchement, de vraiment des trucs, et lui aussi il me parlait de ça, et puis je me disais en fait ça m'a rassurée qu'il parle de sujets de maman et de femme aussi bien. Je me suis dit ça veut dire qu'il a pris soin de son ex-femme quand elle a accouché de ses enfants, et puis il a été là dès tout petit. C'est quelqu'un qui a du respect pour les femmes, donc moi ça m'a encore une fois beaucoup rassurée. C'est trop bien. Et c'est vrai que vous aviez tous les deux, au-delà de la gentillesse et de la bienveillance l'un envers l'autre, vous avez quand même un peu les mêmes intérêts, tu vois, genre les mêmes vibes. Vous avez fait votre truc en van life, j'allais dire, en van. C'est cool, quoi, de rencontrer quelqu'un qui kiffe les mêmes choses que toi, en fait. Ah oui, carrément. Puis même quand j'ai vu à quel point il était heureux de découvrir ce van, ça aussi, je me suis dit, c'est génial, c'est quelqu'un de simple, qui apprécie les mêmes choses que moi, parce que moi, c'est vrai que c'était un rêve pour moi de pouvoir faire un road trip en van et de voir que ça l'enchante autant que moi. Je me suis dit, ça c'est super, c'est un bon point qu'on a encore en commun. C'est quelqu'un de simple qui aime profiter de l'instant présent, de naturel, de spontané, de drôle, vraiment, tout, il cochait toutes les cases, hein. Donc, Eh oui, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est juste une parenthèse, si jamais vous entendez du coup des bruits derrière Léa, c'est normal, il y a de l'orage chez elle, donc on peut rien y faire, c'est comme ça. Peut-être que parfois ça s'entend, mais du coup c'est un bruit, voilà, ça vient du ciel, c'est l'orage, c'est comme ça. Donc, vous avez pris la décision de vous séparer. Donc là, waouh, toute la toile en folie. Oui. Pourquoi Léa et Emmanuel se séparent, voilà. Bon, après, c'est le jeu, hein. Tu fais une émission de télé-réalité, donc tu te doutes bien que les gens, ils veulent savoir. Ça, c'est une évidence. Du coup, j'ai 2 questions. Première question, vous êtes restés combien de temps ensemble? Et du coup, j'ai vu aussi votre petite vidéo, donc trop mignon. Vous expliquez que vous n'avancez pas à la même vitesse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, voilà, votre décision par rapport à cette rupture? Oui, alors on s'est séparés en décembre exactement, donc ça fait très rapide, hein, pourtant. En fait, ce qui s'est passé, donc vraiment, c'était vraiment pas la même, on n'était pas vraiment sur le même tempo. Moi, donc, c'est vrai que mon fils avait 3 ans et demi, ça faisait donc 3 ans et demi que je n'avais pas vécu en couple, encore moins avec mon enfant. Donc, je voulais y aller plus doucement au niveau de ça, au niveau de l'enfant. J'ai dit, je veux bien qu'on partage des moments avec les petits, mais de façon ludique, des activités joyeuses, enfin des activités vraiment dans le jeu, quoi. Et par contre, le côté famille, on va encore mettre ça de côté et on va essayer de creuser un petit peu plus sur le couple d'abord. Et Manu, lui, c'est quelqu'un, c'est tout ou rien, c'est-à-dire que mais c'est pas une critique, c'est juste qu'il est comme ça. C'est si on commence à le couper dans son élan, eh ben il va se bloquer en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Lui, il a vu ça comme si ça l'a refroidi en fait que je lui dise ça, et ça l'a bloqué dans son élan où c'est vraiment tout ou rien dans une relation. Et à partir de là, pendant bien 1 mois, on essayait de communiquer, mais on n'y arrivait plus du tout. On n'arrivait même plus à parler. On s'est laissé 1 mois comme ça à essayer de communiquer, mais on n'y arrivait plus. Puis un jour, on avait pris du recul, on s'est dit, bon, on va essayer de se voir quand même. Et donc, on s'est vus, et en se voyant, en fait, je crois que c'est tellement... voilà, le mariage, c'est en haut, très en haut, puis il y a le retour à la réalité, on redescend un petit peu, puis il y a essayer de trouver un rythme chacun, et on n'a pas réussi. On n'a pas réussi ce moment-là, et quand on s'est retrouvés, il y avait plus cette flamme, autant lui que moi, hein. Et donc, on s'est dit, on va arrêter là, on verra plus tard ce que l'avenir nous dira, mais pour l'instant, on va arrêter. Et dès l'instant où on s'est dit qu'on allait arrêter, on s'est senti soulagés, autant lui que moi. Et on a passé la soirée à boire des bières et à manger de la pizza. C'est ouf. Mais du coup, vous êtes encore potes? Oui, on s'entend vraiment bien pendant dès ce moment-là, on s'est promis même de se respecter et de prendre soin de l'un et de l'autre, parce que
il allait avoir la diffusion, et la diffusion, on savait pas comment ça allait se passer, la télé, tout ça, la médiatisation, on connaissait pas, quoi, ça fait pas partie de nos vies. Et donc on s'est dit qu'on serait là pour se soutenir, en fait. Et c'est ce qui s'est passé pendant la diffusion. Par moment, si un avait un bas, il appelait l'autre, et puis ça allait mieux, quoi. On a gardé vraiment cette relation-là basée sur le respect. Donc voilà, on s'entend vraiment bien. C'est hyper mignon, et c'est bien, je trouve, c'est ok, quoi. Voilà, il y a eu l'expérience, ça a été génial, et puis finalement vous prenez 2 chemins différents, et c'est encore mieux quand c'est fait dans de bonnes circonstances. C'est cool, quoi. J'ai envie de dire, c'est mieux que ça se passe comme ça, surtout après une aventure aussi forte. Ah oui, heureusement même qu'on s'entend bien par rapport à la diffusion, parce que c'est un monde quand même, les réseaux sociaux, la médiatisation, les montages. Non, c'est vraiment quelque chose qui était inconnu, et je suis vraiment contente d'être tombée sur Manu, qui a été gentil du début à la fin, et même moi envers lui, sa famille, ma famille, enfin voilà. Ça a été très important. Et comment t'as vécu d'ailleurs, toi, cette montée médiatique, donc au moment de la diffusion, et du coup, la montée des abonnés sur les réseaux sociaux? Comment tu l'as vécu au début et comment tu le vis maintenant? Alors, j'ai eu beaucoup de mal, moi, avec mon portrait. Au niveau de mon portrait, je me retrouvais pas là-dedans, en fait. Ça me représentait pas forcément. J'avais l'impression que c'était hyper basé sur mes dramas de vie. Alors ça s'est vraiment passé, mais c'est terminé. Je veux dire, je suis soignée. C'est derrière tout ça, et justement, c'est pour cette raison-là que je trouvais que c'était le bon moment pour rencontrer quelqu'un. Donc vraiment, au niveau du portrait, je me suis dit, si pendant 2 mois ça va être comme ça va être très très long. La diffusion va être longue à supporter. Mais ensuite, par contre, tout le reste, c'était vraiment à 100% réel, et j'étais même hyper heureuse de pouvoir le voir et le revivre un petit peu à la télé. Et t'as bien vécu. Enfin, déjà par rapport au portrait, je voudrais juste rebondir en disant que j'avais reçu à l'époque Alicia à mon micro, qui avait une histoire de vie aussi assez difficile. Ouais. Et c'est pareil, tu vois, son portrait, elle en pouvait plus, quoi. C'est la télé. Bon, ils font tout pour qu'on adore et que ça soit dramatique et qu'on ressente des émotions. Mais du coup, c'est dur pour vous, en fait. Ah ben, c'est complètement dur, parce qu'en fait, déjà de base, certains moments de nos histoires sont peut-être pas forcément gays. Alors en plus, ils le mettent en mode de scénario hyper dramatique. Alors même nous, quand on le regarde, on est hyper mal, quoi. C'est clair. Donc voilà. Après, je comprends, c'est de la télé, ils essayent d'accrocher le téléspectateur, en fait. Et comme c'est de la télé, justement, pour les mettre au plus proche de nous, je pense qu'ils en rajoutent des caisses. Ouais, mais c'est sûr. Ouais. Donc voilà. Après, toute la diffusion, c'était nickel. C'était vraiment ce qui s'était passé. Rien de plus, rien de moins. Et ce qui a été très très difficile après, c'est donc le dernier épisode où tout s'arrête, enfin du moins la diffusion s'arrête, où c'est vraiment le conte de fées entre Emmanuel et moi, alors qu'on n'est plus ensemble. Aïe, aïe, aïe. Donc là, je me suis dit, ça va être très 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 compliqué à expliquer. Comment on fait? En plus de ça, dès que ça s'est arrêté à la télé, les gens nous sollicitaient en boucle pour qu'on leur dise si on est toujours ensemble ou pas. Donc nous, on voulait le dire, mais de façon propre. Mais on s'est dit, mais les gens, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, tout s'arrête, c'est une évidence entre nous. Comment on fait, en fait? Et la vidéo, en fait, qu'on avait filmée et qu'on a mise sur nos comptes, c'est une vidéo qu'on a filmée le soir même, où on avait décidé d'arrêter là et de rester amis, et qu'on avait envoyé à la production parce qu'on l'a trouvée hilarante et à notre image, et vraiment elle représentait comment s'est terminée notre relation, quoi. Donc on s'est dit, on va remettre ça, et ça sera parfait, en fait. Bah ouais, c'est clair. Vous avez eu raison. Et cette vidéo, elle est très bien parce que, du coup, c'est pas juste de l'écrit. Voilà, c'est une vidéo, donc c'est cool. On peut comprendre, quoi. On peut comprendre les choses. Comment ça s'est passé pour toi, du coup, vraiment d'un point de vue, toi, Léa, d'être connue, entre guillemets, auprès du grand public du jour au lendemain? Comment tu l'as vécu? Alors, les gens, en vrai, qu'on croise, sont très, très gentils, très bienveillants. Par contre, ça fait vraiment bizarre parce qu'en plus de base, je suis plutôt discrète, et j'ai fait ma jeunesse entre parenthèses à Tahiti. Donc ici, je connais pas grand monde. Vraiment, personne me connaît normalement. Et là, de sortir et de se faire interpeller assez souvent, ça fait vraiment bizarre. Donc heureusement qu'ils sont gentils. Sur les réseaux, c'était peut-être pas le cas, mais bon, c'est le monde d'Internet. Ça, après, je m'y attendais. Mais ça surprend, oui. Et après, ça met une espèce de pression, parce que
je m'étais dit, une fois que ce sera terminé, ça ira mieux. Tu n'auras plus besoin de te cacher, de faire attention à ce que tu fais ou quoi que ce soit. Mais en fait, non, pas du tout, parce que j'ai l'impression que du coup, j'ai tous les yeux sur moi, prêts je sais pas, Ouais, je vois ce que tu veux dire. à intervenir si jamais je dis ou je fais quelque chose qui puisse paraître bizarre, quoi. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'être observée. Ah, c'est horrible. Donc ça, c'est un peu étrange. Ah, c'est horrible. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc étrange. Le truc gentil, le côté gentil, c'est que les gens sont bienveillants la plupart du temps. Et tu disais sur les réseaux, il y en a qui ont été un peu relous. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a reproché? Il y en a, ils sont horribles. Il y en a plusieurs qui m'ont dit mais tu finiras seule, pauvre fille, si t'arrives pas à être en relation, enfin en couple avec un garçon comme Emmanuel, tu finiras ta vie seule. T'es trop compliqué, mais tu te prends pour qui? Wow. Alors qu'on n'a pas dit qui de nous deux a décidé d'arrêter la relation, mais de suite c'est moi qui en ai pris. Mais et quand bien même, enfin que ça soit toi ou lui, déjà ça ne regarde pas. Oui. Et en plus de ça, what the fuck, enfin ils sont malades les gens, ils ont pas de life en fait. Ah, c'est ouais. horrible. Limite on est triste pour eux quoi. C'est ça, ils étaient plus impliqués que nous-mêmes dans notre relation, quoi. C'est incroyable. Mais t'aurais dû les inviter à rejoindre votre relation, à former un trouble. Non, je rigole. Mais... C'est ça, c'est à la mode. Ouais, voilà. Essayer, hein. Moi déjà à deux c'est compliqué, Ouais, c'est si clair. en plus on y met une troisième personne. Non mais c'est clair. Bon après la bonne nouvelle. Bon c'est vrai que là j'imagine voilà ta vie elle est, enfin comment dire, voilà ça devient public, c'est compliqué etc. Mais je pense que c'est comme tout, ça finit par se tasser et au bout d'un moment les gens ils passent à autre chose quoi. Oui, heureusement ça y est, ils sont en train de passer à autre chose. C'est bon. Un mois après. Bah oui. Après, c'est cool dans le sens où, je sais pas du coup si t'as des projets pour la suite, mais est-ce que tu vas utiliser, entre guillemets, ta notoriété pour faire de nouvelles choses ou comme tu le disais tout à l'heure au début de l'épisode, tu sais déjà ce que tu veux faire d'un point de vue professionnel et tu vas rester dans cette voie-là? Alors moi, peu importe ce qui se passe, je continue mon projet parce que le métier d'audioprothésiste, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi et je veux réussir et je veux le faire. Donc ça, c'est certain, ça ne changera pas le projet que j'ai depuis le début. Maintenant, bien sûr, si ça peut m'amener des opportunités, sachant que je reprends les études pendant 2 ans et demi. Waouh. Donc je sais que si je peux avoir une petite opportunité pour arrondir les fins de mois et m'aider à partir en vacances avec mon fils ou profiter, même si je fais mes études, oui, bien sûr que je saisirai ces opportunités-là. Donc voilà. Après, c'est vrai que en tant que mère seule, donc c'est-à-dire vraiment sans le papa dans la vie de mon fils, je me suis souvent sentie quand même, on se sent un petit peu isolée. On a l'impression qu'on est juste maman et puis on l'a tout le temps, donc c'est très difficile des fois psychologiquement. Et si je peux créer une petite communauté qui puisse s'entraider entre eux et discuter de tout ça, ça peut être bien. Voilà, si je peux aider dans ce sens-là à soulager certaines mamans, à discuter, vraiment à partager, je le ferai quoi. C'est une super idée, une communauté de mères, de solo mom en fait, c'est génial, c'est une bonne idée. C'est ça, et puis le papa, c'est vrai qu'il y a des papas aussi seuls, donc vraiment... C'est chouette, c'est une bonne idée. En tout cas, t'as raison quand tu dis que tu saisiras les opportunités qui se présentent à toi. T'as clairement raison. Autant il y a l'aspect négatif de voilà, t'as l'impression d'être observé, que les gens attendent, voilà, tu vas boire un café avec un copain, ça y est, Léa s'est remis en couple, grosse nouvelle. Oui. Enfin, tu vois ce que je veux dire, on sait très bien ce qu'ils attendent et que t'es observé, que les gens, voilà, ont envie de venir te voir dans la rue, ce genre de choses. C'est un peu les aspects où tu te sens plus trop libre, on va dire. Et d'un côté, t'as l'avantage de pouvoir peut-être saisir des opportunités intéressantes pour toi, quoi. Oui, c'est ça, bien sûr. Donc, s'il y a une opportunité à saisir, bien sûr que je la saisirai si c'est pour le confort de mon fils et le mien. Hein. Donc, et tant que ça ne fait de mal à personne, pour moi, il y a aucun problème. Est-ce que tu as été, je sais que ça avait été le cas d'Alicia, qu'elle avait été contactée par des dizaines d'agents justement pour la prendre en main et l'aider. Est-ce que ça a été ton cas aussi? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agents qui sollicitent. Après, comme c'est un monde inconnu pour moi, j'ai pas voulu aller vers des gens que je ne connaissais pas. Donc du coup,
coup, j'ai décidé de rester avec M6, vu qu'après tout, c'est avec eux que j'ai commencé, et puis ça s'est plutôt bien passé, on a toujours été bien entourés. Donc moi, j'ai décidé de continuer avec eux. J'avais pas envie de me lancer dans une autre agence totalement inconnue pour moi. Carrément, je comprends tout à fait. Est-ce que tu prends du plaisir maintenant à utiliser les réseaux, à communiquer? Est-ce que ça te plaît, cet univers-là? Alors, je commence à trouver mon petit rythme et ce que j'aime faire, et les vidéos aussi des autres personnes qui sont sur Instagram. Je commence vraiment à m'y intéresser, et finalement, je trouve que c'est hyper positif. Instagram, c'est inspirant. Il y a vraiment des personnes solaires. Enfin, c'est vraiment un univers. Bon, alors faut faire attention évidemment, mais je trouve qu'il y a beaucoup de motivation, de gens remplis de bonne volonté. Enfin, je sais pas, c'est vraiment un univers que j'aime bien finalement. Mais je suis assez d'accord avec toi. Pour le coup, voilà, nous, on est assez les locomotives dans un univers hyper positif, etc. On entraîne les femmes à, tu vois, à vraiment se construire la vie qu'elles méritent, à prendre confiance en elles, etc. Et moi aussi, j'avais fait le même constat en me disant, mais en fait, Instagram, c'est une source d'inspiration et de positivité. Encore une fois, on a la responsabilité de faire le choix de passer quand on tombe sur un compte pourri ou sur une vidéo qui fait peur ou qui est bizarre. C'est à nous de dire, ok, non, ça dégage en fait. C'est ça, puis ça filtre hyper bien, je trouve, depuis que j'utilise mieux Instagram, parce qu'avant, ça trie en fait tout seul les pages que je veux voir ou plus voir, et je tombe vraiment, enfin, de plus en plus, je découvre des profils hyper inspirants. Non, c'est intéressant. Et j'avais une question par rapport à ton fils, du coup, est-ce qu'il a capté un petit peu l'expérience Marie au premier regard ou pas trop? Alors, pas du tout. Il m'a aperçu une fois à la télé. Et la seule chose qu'il m'a dit, maman, va chercher la patte patrouille. Parce qu'en fait, il croyait que j'étais rentrée dans la télé. Et que du coup, il allait chercher la patte patrouille. C'est génial. Bon, ça a été un peu compliqué, mais... T'aurais pu ramener la patte patrouille quand même, Léa. C'est vrai. Ou t'infiltrer dans le dessin animé, quoi. J'y penserai la prochaine fois, si jamais je décide de refaire de la télé. Ça sera avec la patte patrouille. Pas de patrouille ou rien. C'est trop mignon, enfin, c'est trop beau. Moi aussi, j'ai un fils de 4 ans, il a le même âge que ton petit. Et à cet âge-là, c'est l'innocence pure, quoi. Ah ouais, c'est génial. Vraiment, qu'il reste comme ça le plus longtemps possible. Bah ouais, c'est clair, c'est ce que je me dis aussi. Ma chère Léa, est-ce que tu as autre chose à partager avec nous? Bon, on est pas mal. Au niveau des projets, de l'expérience et tout. En tout cas, c'est très, très, très agréable. Mais c'est un plaisir. Bon, malgré le tonnerre, je suis désolée. Bah écoute, on n'y peut rien. On fait avec les éléments de la nature. Voilà, hein, on fait comme on peut. C'est ça. Je ne te quitte pas tout de suite. Je te garde encore quelques secondes, quelques minutes, puisqu'on a un petit rituel dans les épisodes des locomotives. En fait, à chaque fin d'épisode, je pose 3 questions à mon invité, qui sont toujours les mêmes questions. Donc, première question, Léa, c'était quoi ton rêve de petite fille? Ah, c'était de partir vivre à Tahiti et de danser. Oui, donc c'était vraiment, vraiment ton rêve déjà toute petite, en fait. Ah ouais, dès petite, je mettais des petits parios, je dansais, je jouais de la musique tahitienne, je regardais des dessins animés sur Tahiti, sur Hawaï. C'est fou, hein, mais depuis toute petite, je l'avais en tête de vivre ce rêve-là éveillé et d'être dans la nature, dans la vallée, dans la forêt. Vraiment. C'est trop bien. Ouais. Trop bien. Est-ce que tu as un mantra, une phrase qui te guide particulièrement dans la vie? Non, à part que la vie est belle et que, je sais pas si c'est vraiment un mantra qui est écrit par quelqu'un, mais oui, la vie est belle, il faut en profiter. S'il y a pas de, si voilà, des fois c'est des déceptions, ça sera que des leçons, et faut avancer, quoi. Faut voir le positif partout. Parfait. Du coup, une autre question qui va peut-être rejoindre un petit peu la réponse que tu viens de faire. C'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie? C'est écouter ses désirs, ses propres désirs, ses propres envies. Et surtout, ne pas se laisser, influencer par des personnes qui croient pas en toi. Vraiment, si nous, on a nos propres projets, nos propres convictions, faut y croire et aller jusqu'au bout de nos envies, quoi. Et surtout pas écouter les gens et les on-dit. T'as carrément raison. Je valide, Léa. Totalement. Bon, ça va. Merci Léa d'avoir été avec nous. C'est cool de te compter parmi nos locomotives. Plaisir. Je te souhaite une belle continuation, Léa. Merci et bonne journée. Merci Léa. Ciao, ciao. Ciao.
C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.